Bonjour, mon invitée aujourd'hui est Caroline Roussy, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique à Paris. Elle vient d'écrire un livre qui s'appelle « La mauvaise réputation, essai sur les frontières africaines ». Bonjour. Bonjour Hichem. D'abord, félicitations pour ce livre. Et d'abord, comment vous vous êtes lancé dans ce projet qui semble compliqué, hein, les frontières? Alors oui, effectivement, je me suis lancée dans ce projet à corps perdu. Après, je n'étais pas totalement novice sur le sujet, oui, étant entendu que j'ai commis une thèse sur la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Alors ça remonte à il y a quelques années déjà. J'ai dirigé un observatoire pour le ministère des Armées. Oui. Et dans ce cadre, j'avais déjà proposé également une étude sur la menace transfrontalière, hein, qui oui, peut être d'ordre terroriste ou non terroriste. Oui. C'est un sujet sur lequel on pourra revenir. Bien mais sûr. Vous voyez bien que, si vous voulez, depuis presque 20 ans, c'est un sujet qui m'anime. Alors peut-être que, comme Michel Fouché le dirait, qui lui est quand même la personnalité française reconnue sur les frontières, oui, peut-être que j'ai une obsession sur les frontières. Oui. C'est un sujet qui me tient à cœur. Cela faisait des années que je souhaitais écrire sur le sujet. Il y avait comme une urgence, oui, d'où la mauvaise réputation ici sur les frontières africaines. Donc ce travail a été largement facilité par votre thèse, la préparation de votre thèse sur la Gambie, un pays méconnu, un pays tout petit en réalité qui est au cœur du Sénégal. Mm-hmm. Comment est né ce bascule? Parce que pour s'intéresser à la Gambie, il faut vraiment avoir une grande envie. Alors, écoutez, oui, c'est vrai, mais en fait, parfois, de petites questions naissent des thèses intéressantes et pour le moins originales. C'est vrai que lorsque l'on regarde la Gambie sur une carte, on se dit, en effet, c'est un tout petit pays, mais que diable fait-il là? Il est fiché en plein cœur du Sénégal. Ma question a été simple quand je suis allée voir celui qui allait devenir mon directeur de thèse. Mais pourquoi donc? Pourquoi les colonisateurs ont-ils fait cela? Et c'est là été la première question qui m'a guidée. Et ça, peut-être que c'est une question que je peux transmettre aux doctorants ou aux futurs doctorants. Partez de questions simples. Pourquoi? Oui. Et en réalité... Elle est essentielle parce que pour comprendre la complexité des problèmes, c'est aussi important. Exactement, parce que en fait, si vous voulez, c'est une réduction des problématiques africaines. Oui. Non seulement on a un pays dans un autre, mais de surcroît, on va nous dire que les populations sont les mêmes de part et d'autre de la frontière sénégalo-gambienne et il n'y a pas de possibilité d'intégration. Donc pourquoi? Oui. Vous voyez, en fait, je détisse et je vais expliquer tout au long pourquoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'avec cette frontière de Gambie, on dit oui, mais en fait, la Gambie a été tracée dans le Sénégal. Donnez-nous sur la superficie et sur ce pays enclavé, c'est une étrangeté. Alors, en réalité, si on regarde les archives et qu'on fait le travail d'historien, qui est le mien, eh bien, on va se rendre compte que, en réalité, c'est la Gambie qui a été tracée en premier. Il y a eu plusieurs projets d'échange. À l'époque, c'était plutôt des comptoirs coloniaux, comme vous le savez. Plusieurs projets d'échange entre les Français qui progressaient en direction de cette Gambie. Louis Faidherbe est le premier à imaginer une Sénégambie compacte, mais il y a des possessions britanniques le long de ce fleuve Gambie. Ceux qui tiennent particulièrement à ces possessions, ce sont les chambres de commerce de Manchester et de Liverpool qui y importent les tissus bleus de Guinée, dont vous savez quelle était la valeur au XIXe siècle. Donc en réalité, à chaque fois,
les négociations achoppent. En 1889, des émissaires français et britanniques vont se réunir autour d'une table. Alors, je vous passe les détails parce que je sens que vous avez beaucoup de questions à me poser. Mais le 10 août 1889, c'est important à retenir, la forme de la Gambie est arrêtée, elle est ratifiée entre les Français et les Britanniques, alors que la forme du Sénégal sera plus ou moins arrêtée en 1895. Donc vous voyez, même si ce laps de temps est très court, c'est le Sénégal qui a entouré la Gambie. Pourquoi ? Parce que les Français avaient fait ce pari. En enserrant la Gambie par le nord, l'est et le sud, et donc en mettant une forme de pression sur cette petite colonie, comme il disait alors, eh bien cette colonie deviendrait française par la force des choses. Pour l'englober. Oui. Exactement. Et en réalité, l'histoire a souvent ses propres péripéties, ses propres logiques. Et en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Oui. Alors, j'ai envie aussi d'extrapoler, d'avoir une vision holistique sur la problématique des frontières. Vous avez essayé en partant de cet exemple, mais en élargissant la problématique, vous avez posé la question des frontières. Oui. Vous dites, il y a quelque chose qui détonne dans votre livre, que le colonisateur n'a pas été, au moment de la conférence de Berlin de 1885, n'a pas été uniquement à l'origine de tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce dépeçage du continent. Alors expliquez-nous, on ne comprend pas. Il y a une part de vrai dans ce que vous dites, mais il y a beaucoup. Il y a une responsabilité majeure des anciens colonisateurs dans cette affaire. Alors oui, alors là vous me posez plusieurs questions en une, donc je vais essayer de répondre étape par étape. Voilà, okay. C'est vrai que la conférence de Berlin qui s'est déroulée de 1884 à 1885 n'avait pas pour objet les frontières africaines. Hein. Oui. L'objet, vous pouvez aller vous rendre aux archives du ministère des Affaires étrangères à la Courneuve, où vous trouverez les attendus de l'acte général de Berlin, et vous verrez que la question des frontières n'y est pas posée. Hein. L'objectif principal, c'est la libre navigation sur le fleuve Congo. C'est ça. Voilà, donc c'est ça. Et d'ailleurs, dans l'acte général, il n'y a pas une seule occurrence du mot frontière. Même en annexe, lorsque un État indépendant est confié à Léopold II. Hein, les contours ne sont pas encore délimités. Ce qui va se passer, c'est plutôt, on va dire, parce que les colonisateurs sont plutôt sur les côtes, oui. Mais il y a des bisbilles pour savoir qui possède les embouchures, qui va récupérer les impôts. Et en réalité, les articles 34 et 35 sont extrêmement importants parce que désormais, il faut montrer que l'on possède pour exercer sa souveraineté pleine et entière. Là, c'est un coup de pistolet, c'est le Scramble for Africa, la ruée vers l'Afrique, oui. Ce qui va donner augurer de missions telles que la mission Voulet-Chanoine, qui est une mission, c'est une boucherie, oui. Ce sont des massacres, hein. Il faut quand même rappeler à celles et ceux qui nous regardent cette mission qui est terrible. Il y en a d'autres, hein, les premiers génocides du XXe siècle, des Herero et des Nama, perpétrés par les Allemands. Donc, Berlin, oui. Les frontières ne sont pas tracées. Oui. D'accord ? On fixe des règles. On fixe des règles de conduite. On montre qu'on possède pour pouvoir exercer sa souveraineté pleine et entière. Et c'est là que commence en réalité le processus de démarcation, ou plutôt de tracer des frontières sur des cartes. Comment cela va se passer ? C'est extrêmement long. Des chercheurs américains ont montré qu'avant 1895, à peine 50% des frontières africaines sont tracées et plus de l'autre moitié, c'est après 1908. Donc il faut comprendre que le tracé des frontières, puis leur démarcation dans l'espace, sur le terrain concrètement, eh bien c'est du temps long, ça prend du temps. Alors vous voulez essayer de m'amener en disant « oui, mais bon, ce sont les
colonisateurs qui ont tracé quand même ces frontières. C'est pas la polémique dans ma tête, mais, sans, la volonté. Sans créer de polémique, moi ce que je vais essayer de vous expliquer assez simplement. Je ne suis pas là pour légitimer la colonisation, je ne suis pas là pour dire c'était une œuvre de bienfaisance, je suis là juste pour raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. Oui, sauf qu'il faut que le lecteur aille chercher dans votre livre plein de détails qu'on ne peut pas nécessairement développer ici. Oui, bien sûr. Mais surtout, ce qu'on doit retenir, l'essentiel sur l'histoire des frontières, que faut-il retenir puisque cette conférence a déterminé, vous l'avez expliqué, ce cheminement qu'on voit, et pour en arriver aujourd'hui à la situation en Afrique, cette balkanisation. Alors déjà, je ne sais pas, ce que vous voulez dire par balkanisation. C'est cette atomisation, parce que l'Afrique précoloniale était unie. Non, mais c'est pas en comparaison avec... Je vous pose une question. Non, j'essaie de vous montrer qu'il y a cet espace divisé en plusieurs États. On est Alors, si vous voulez, moi, je ne peux pas passer de la conférence de Berlin à 2026, parce qu'en réalité, il y a quasiment 150 ans. Alors, ce que je voulais dire d'abord de retenir de la conférence de Berlin, la conférence de Berlin n'a pas tracé... Les frontières n'y ont pas été tracées. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que plus de 62% des frontières bilatérales inter-impériales reposent sur des segments de frontières précoloniales. Donc ça veut dire que les colonisateurs avaient une forme de connaissance de ce qu'il y avait sur le terrain. Évidemment, mettre bout à bout des gens qui n'ont pas envie de vivre ensemble, où on va peut-être créer des dissensions entre les uns et les autres, parce qu'il faut regarder le rôle des colonisateurs, bien évidemment, c'est autre chose. Maintenant, si vous me dites, on passe de 1885 à la balkanisation en 2026. Moi, je vous dis, les colonisateurs ont empêché le continent africain de respirer par lui-même. Il y avait des frontières précoloniales. Il y avait des frontières qui étaient plus ou moins épaisses. Il y avait des frontières qui étaient renégociables en permanence. Il y avait des empires qui s'échouaient, d'autres qui naissaient. C'est pas pour rien qu'on parle de frontières mortes, parlant des empires anciens. Parce que les limes... Les limes. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, tout l'espace est marqué par l'histoire et la géographie de cette question. Hein. Oui, mais après, quand je vous dis... alors après, il faut évidemment... tout dépend de l'espace dont vous parlez. Selon l'ONU, il y a 55 États en Afrique. Si on veut être un petit peu plus proche de la réalité actuelle, on dira 54 États, 80 000 kilomètres de frontières. La situation n'est pas pareille partout. Oui. Quand je vous dis que dans 62% des cas inter-impériaux, ils s'appuient sur des segments de frontières précoloniales. C'est important à retenir. En revanche, dans l'intra-impérial, là, je parlais de l'AOF, de l'AEF, eh bien, parfois, alors, d'ailleurs, c'est très, très peu documenté. Il y a très peu de chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. Donc là, j'invite la jeunesse à se saisir de cette question. Et pourquoi est-ce qu'ils ont tracé la frontière à tel ou tel autre endroit? C'était des prérogatives administratives. Il faut savoir que souvent, on arrête une frontière, on se dit « Oh, on fait ça, on attend, faute de mieux, on verra plus tard. » Et le plus tard n'arrive jamais. Oui. Voilà. En tout cas, j'incite aux téléspectateurs d'aller chercher dans le livre des réponses. Ils auront pas mal d'éléments. Mais je voudrais savoir comment l'Afrique a pu métaboliser autant de frontières aujourd'hui, d'États. Vous avez parlé de 55 États. C'est-à-dire que comment ce traumatisme a pu, on connaît un peu l'histoire, mais comment l'interrogation qu'on se pose aujourd'hui, c'est autour de cette problématique. Alors, vous voyez, votre question, elle est intéressante et elle est biaisée à la fois. C'est-à-dire que vous partez du traumatisme de Berlin. Le traumatisme de Berlin, c'est un... Pas nécessairement. Non, mais je poursuis ma réflexion. C'est le récit de la domination. D'accord ? Quand on voit, tout le monde a en tête l'image de Dranner qui, avec, comment il s'appelle, Otto von Bismarck, qui coupe un gâteau estampillé Afrique avec en légende, à chacun sa part s'il est bien sage.
voilà, c'est le récit de la domination qui a été imposé. Donc aujourd'hui, les frontières, elles font mal parce que ce récit a été réapproprié sans être interrogé pour devenir le récit de l'abomination. Aujourd'hui, si ces frontières, elles perdurent, c'est parce que, alors là, je sais que bien évidemment, vos téléspectateurs vont peut-être s'étouffer, mais c'est parce que je parle de coproduction de la frontière. Une coproduction sur plusieurs décennies, sur plus d'un siècle. Même 2 siècles. Oui, après ça dépend des endroits. Il faut regarder évidemment avec précision. Je ne dis pas que j'ai raison sur toutes les frontières. Moi, je dis juste ouvrons le débat avec des bases qui sont honnêtes. Moi, je vous apporte les bases. Je ne suis pas la première historienne ou géopolitologue à poser des questions sur les frontières, mais j'apporte des bases, des outils avec lesquels on peut discuter. Voilà. Quant à ce traumatisme que je comprends tout à fait. J'essaie d'expliquer donc la coproduction de cette frontière, c'est-à-dire que je ne dis pas c'est noir-blanc, je dis que les Africains ne sont ni victimes ni totalement victimes des frontières, parce qu'ils ont pu les utiliser pour faire de la contrebande très vite. La frontière n'existe que par rapport aux pratiques. Ni totalement libres, parce qu'ils sont dans un cadre assigné, voilà, qui ne dépend pas d'eux, qui dépend des règles du colonisateur. Mais les Africains, eh bien, comme tout individu, ils vont jouer des interstices. Absolument. C'est que vous saisissez d'une question importante, mais comment les Africains de l'Afrique se sont appropriés de cette question, parce qu'on aurait aimé les entendre. Est-ce que dans ce parcours, ce travail que vous avez mené, comment vous avez approché cette question ? C'est intéressant parce que quand je me suis rendue sur la frontière sénégalo-gambienne, alors sur des segments, et là aussi je vais expliquer que c'est complexe parce que la frontière entre la Casamance et la Gambie n'est pas du tout celle entre le Sine Saloum et la Gambie. Et pour cause, vous connaissez l'histoire. Moi, les personnes que je rencontrais me disaient d'emblée, mais on est les mêmes, c'est la colonisation qui nous a divisés. Donc vous voyez, on est dans le récit de la domination qui a été imposée par les colonisateurs. Et donc après, j'ai interrogé, j'avais un protocole, comme vous, en tant que journaliste, une méthodologie bien arrêtée. J'ai fait du quantitatif et du qualitatif. Et j'ai vu, par exemple, sur les questions de foncier en situation de frontière, que en réalité, il n'y avait pas tellement d'arrangement. Quand il y a eu la pression démographique dans les années 1970, les Sénégalais ont fait appel à l'État sénégalais, les Gambiens ont fait appel à l'État gambien. Donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation où les populations sont les mêmes et en même temps elles sont différentes. Absolument. Et parfois elles peuvent être confrontées à des situations chrysogènes, et c'est à ce moment-là qu'elles aimeraient que l'État intervienne pour pouvoir rétablir leurs droits et leur dignité aussi. C'est-à-dire que l'Afrique, on l'a vu, est divisée en plusieurs États, mais est-ce qu'aujourd'hui, la chance, ce sujet majeur pour l'Union africaine, l'intégration africaine, est une chance pour dépasser ces problèmes de frontières notamment, ou comment les choses vont se réinventer autour de ça ? Alors là aussi, vous me posez plusieurs questions. En réalité, vous partez toujours du présupposé que l'Afrique est divisée, de la balkanisation. Non, mais vous avez raison d'être puriste, mais il n'empêche. C'est pas être puriste, c'est-à-dire que, en fait, moi, je regarde des processus historiques au long cours. Il y a eu des époques où des confédérations, des unions ont été possibles. Vous connaissez l'union entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Vous connaissez aussi la confédération entre le Sénégal et la Gambie. Donc, vous voyez bien que ce sont des histoires extrêmement complexes. Donc, moi, je ne peux pas parler de division. Okay. Je parle juste de processus historique en effet, dans un cadre de domination, puisque c'est le colonisateur qui impose ses règles. Maintenant, vous me parlez de l'Union africaine. Oui. Moi, ce que je trouve extrêmement étonnant à l'instant T, c'est que j'ai lu pour vous les textes directeurs de l'Union africaine, pas une fois le mot frontière n'apparaît. Pourtant, ce sont des espaces d'entre-deux qui sont extrêmement particuliers, qui ont des manières de faire à l'État, à la nation, qui ne sont pas les mêmes qu'à l'intérieur
acteurs d'un même État. Je pense qu'il faut véritablement regarder comment ça fonctionne et vous aurez observé avec moi qu'on est dans un moment en réalité assez contradictoire avec des crises sécuritaires qui demandent souvent des comités ad hoc, le G5 Sahel, Barkhane, etc. Bon, même si bien évidemment aujourd'hui tout ceci est terminé et en même temps la construction beaucoup plus longue de la ZLECAf. Voilà. C'est-à-dire qu'on a envie vraiment de passer du temps pour aller sur chaque point et surtout vous êtes pointilliste. Mais j'aimerais bien, parce que le temps est limité, hélas, c'est-à-dire qu'on a la problématique aussi des tensions. On voit l'Afrique est rangée, notamment le Sahel, qui vous intéresse un peu. Oui. C'est-à-dire que parce qu'il y a plusieurs aspects qui se mélangent dans la crise sahélienne. C'est une crise multiforme et comment pensez-vous démêler les fils? Alors déjà... Sans aller dans la complexité. Hein. Bien sûr, non, mais déjà, moi, je n'ai pas la prétention de donner des solutions aux Africains. Vous voyez, on dira, enfin, vous le voyez, je suis française, blanche, je ne vais pas arriver, écoutez, moi, j'ai tout compris, je vous ai compris, hein, comme a dit une certaine personne à un moment donné. Je dirais, voilà, moi... Je propose en tant qu'analyste des outils de réflexion. On peut être d'accord ou pas d'accord. Quand on ne gère pas les espaces frontaliers, eh bien, ce sont des espaces qui sont utilisés par les terroristes. Moi, il y a une expression que je conteste quand on dit les terroristes n'ont pas de frontières, mais c'est complètement l'inverse. En réalité, les terroristes utilisent les frontières comme refuge pour faire du commerce, de la contrebande. Et en plus de ça, souvent, on voit que les problématiques arrivent au niveau des zones frontalières parce que ce sont des populations oubliées. Quand, par exemple, on dit sur le foncier en situation de frontière, c'est pas très grave, débrouillez-vous entre vous. Alors là, je caricature à l'excès, parce que les États africains sont beaucoup plus fins que cela. Eh bien, en réalité, on ne met pas des règles du jeu qui sont claires. Il n'y a pas de cogestion, et ce sont il y a des cogestions. Et surtout, je veux vous dire, c'est que les terroristes, on devrait plutôt considérer une arborescence du terrorisme en fonction de problématiques locales, voir où ils s'entraînent au fur et à mesure, plutôt que de parler de cette expansion comme s'ils n'avaient pas de frontières alors qu'ils les utilisent en permanence. Oui, pour élargir l'angle, vous êtes en charge du programme Afrique à l'IRIS. Ça serait intéressant de voir aujourd'hui, on est en 2026, 2027 c'est vraiment l'année prochaine, c'est-à-dire que 2017-2027, c'est 10 ans de Macron au pouvoir. Pourtant, cet homme aujourd'hui, comment établir un bilan juste sur quelqu'un qui a voulu bousculer les rapports France-Afrique? Oui. Mais est-ce que vous avez quelle est votre appréciation de ce champ de sémantique, d'action, comment vous jugez la situation? C'est-à-dire que là, on est quand même un petit peu à chaud, puisque Emmanuel Macron n'est pas encore parti, il est sur le départ. Mais en 10 ans, on a quand même... Oui, mais je reste sur le fait qu'on soit encore un petit peu à chaud. Les cœurs et les manifestations sont encore un petit peu à chaud. Oui. Après, on ne va pas se mentir, 10 ans de macronisme, les relations n'ont jamais été aussi mauvaises avec les pays... Il ne s'agit pas de l'accabler, je pense. Non, il était venu avec un esprit pour changer les choses. Je vais nuancer. Les relations ne sont pas au beau fixe, même si sur le plan commercial, on voit que le cœur névralgique du commerce entre la France et le continent africain a changé.
tout n'est pas négatif. Moi, je ne suis pas porte-parole de l'Élysée, je ne suis pas porte-parole d'Emmanuel Macron. J'espère bien. Vous l'avez remarqué, alors je suis venue en tant que directrice de recherche auprès de vous. Il y a un certain nombre de chantiers qu'il a souhaité ouvrir, comme la restitution des œuvres d'art. La loi a été adoptée. On sait que les institutions françaises, c'est un petit peu compliqué parce que c'est une machine aussi qui a ses propres ambivalences, ses propres obstacles. Voilà, on verra comment on regardera Emmanuel Macron dans quelques années. 2017, effectivement, son discours de Ouagadougou, il y avait quand même une forme d'effervescence. On est bientôt en 2027. Emmanuel Macron ne peut plus retourner à Ouagadougou. Je pense que ça en dit plus long que tous les Mais comme on dit, on fait la géographie, la politique de sa géographie. De toute façon, le rapport France-Afrique va perdurer dans le temps. C'est une réalité humaine considérable. On oublie souvent de le dire. On est sur l'écume des jours. Mais la réalité, c'est que cette relation, à un moment ou à un autre, va se décompter et elle va trouver son chemin. Oui, alors ça c'est, écoutez, de toute façon, comme vous le dites, en ce moment on est un petit peu dans le creux de la vague. C'est pas évident. En plus de ça, bon, moi je suis en tant que Française présenter mon travail, mais le travail je le fais en tant qu'historienne et géopolitologue, sans patrie. Mes seules patries sont la rigueur universitaire. Maintenant, sur cette question des relations, moi, il y a toujours quelque chose qui me fait assez doucement rire. C'est surtout quand on parle de oui, maintenant on a changé, on est dans des partenariats gagnant-gagnant. Mais qu'est-ce que ça veut dire gagnant-gagnant ? C'est un slogan, ça. C'est un slogan. C'est un slogan parce qu'en réalité, par exemple, quand on regarde Dacia qui produit plus que Renault en France, Dacia au Maroc, je parle de cette grande entreprise, même si la maison mère reste Renault, eh bien, qui gagne quoi exactement et qui perd. Et ça, ce sont au-delà de la communication politique, je pense qu'il y a un devoir un petit peu de franchise et de savoir quels sont les partenariats que l'on met en place. J'espère que les gens reconnaîtront que dans le livre, moi, je n'ai pas de rapport de domination à intégrer. Je suis quelqu'un qui est sans doute déconstruite, en tout cas, je l'espère, et qui essaye de proposer une analyse franche, lucide, honnête, au risque d'avoir une mauvaise réputation. Non, mais en tout cas, la question, c'est qu'on a 1 minute pour terminer l'entretien. C'est peut-être il faut lui donner une tonalité positive à travers son ouverture, parce qu'aujourd'hui, en termes de vision prospective et sur les éléments essentiels à retenir de ce rapport, sur quoi faut-il s'appuyer ? Écoutez, aujourd'hui, si vous me demandez dans la hiérarchie des priorités ce qui est important pour le gouvernement en Afrique, je ne saurais pas le lire. Est-ce que c'est la crise sécuritaire ? Est-ce que c'est la crise migratoire à laquelle on assiste en ce moment ? Est-ce que ce sont les réseaux d'influence, en tout cas l'influence et le soft power en France, les questions militaires ? Je ne sais pas. Quelles sont en réalité les priorités d'Emmanuel Macron, du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères. Peut-être le saurons-nous à la fin, dans quelques semaines. En tout cas, votre réponse suscite plein d'interrogations. Et on va laisser l'histoire et le jour apporter des réponses. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et je recommande particulièrement la lecture de La mauvaise réputation, essai sur les frontières africaines, aux éditions Rive Neuve. Merci, au revoir. Merci Hicham Benyaïch. Et je voudrais terminer. Je crois que les chercheurs apportent souvent des questions et pas toujours des réponses. Et c'est ça qui fait la différence entre les bons chercheurs et ceux qui pensent qu'ils savent tout. Voilà, la conclusion. Merci, au revoir, à très bientôt.